En 2015, en juin, je suis allé faire un pèlerinage à Auvers-sur-Oise, sur les traces de Van Gogh, le dernier village dans lequel malheureusement s'est donné la mort. Et c'est d'ailleurs invraisemblable, hein, à partir de... Je crois qu'il est 2 mois là-bas, vous me corrigerez dans les commentaires si je me trompe, mais je crois qu'en 2 mois il fait 70 toiles, enfin c'est invraisemblable quoi. Et elles sont extraordinaires, extraordinaires. Il y a vraiment une force là-dedans. Enfin bon, bref. On attend pour aller visiter sa chambre où il s'est éteint dans un... Ça c'est en face de l'auberge, la place de la mairie avec la mairie qui est... Vous revenez 120 ans plus tard, 140 ans plus tard maintenant, vous savez, le temps passe. Et la mairie est toujours là, intacte. Comme l'église, la fameuse église, là, je ne sais pas si je vais la retrouver. Et on attend pour aller voir la chambre, serrer les uns contre les autres. Voilà le petit couloir qui mène à la chambre. En bas, il y a un magasin qui vous vend des boules de neige, des cartes postales et des reproductions des serviettes d'époque de l'auberge Ravoux. Alors bon, on est serré entre des dizaines et des dizaines de gens, compressés les uns contre les autres. On vous emmène en troupeau visiter la chambre au compte-gouttes. Vous avez 2 minutes pour regarder, et encore. Vous jetez un regard, vous n'avez pas le droit de photographier, de faire une vidéo. Ben oui, hein, ils se réservent le droit des reproductions d'images. Alors bon, comme si ça changeait grand-chose de pouvoir emmener une petite image. Et d'ailleurs, ça m'a beaucoup déçu, quoi. Je suis remonté après, vraiment déçu à travers les rues du village. J'ai fui la foule et je suis monté dans le haut d'Auvers pour aller voir la tombe de Vincent et de son frère, qui est très émouvante hein, quand on sait ce qu'il y est les deux, voilà. Et je me suis aventuré beaucoup plus loin pour vraiment quitter ce monde. Et je me suis aventuré dans les champs qui étaient à côté, et c'est plutôt là que j'ai retrouvé l'âme de Van Gogh, quoi. Franchement, si en vous promenant, vous vous dites peut-être qu'il est passé sur ce chemin, certainement, pour aller chercher un lieu de peinture. Et ça, c'est beaucoup plus émouvant, on se reconnecte à son âme. Mais bon, ça c'est pour l'anecdote, parce que finalement, en repartant près de la gare, un brocanteur était là. Pour repartir, je farfouille dans les livres et je tombe sur cet ouvrage, qui n'a rien à voir avec Van Gogh, en l'occurrence. Je me dis, ce livre est magnifique, un petit ouvrage qui valait presque rien, avec des reproductions, des gravures magnifiques. Ovide, qui est un Romain qui a vécu il y a plus de 2000 ans. Et je commence à lire les choses, et je me dis, c'est formidable, c'est de la mythologie, à la fois grecque et romaine. Je ramène ça, j'achète ça, je ramène ça chez moi, et je commence carrément à dessiner les premières pages. Il y a la création du monde, il y a le déluge. Alors déjà, je découvre avec stupéfaction qu'il y a même la chrétienté et ce qu'on retrouvera plus tard dans la Bible. Il y a Roméo et Juliette, hein, qu'on retrouvera dans Shakespeare plusieurs siècles plus tard. Enfin, donc voilà, ce sont vraiment des sources incroyables, quoi. Une compilation que cet Ovide a fait au fil du temps, et je finis par en faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 20. J'en ai fait 92. Alors il y a un universitaire bien consciencieux, je crois, qui a recensé, il me semble, 250 finalement scènes, petites histoires
au total. Moi, j'en ai fait 92, c'est déjà pas mal. Et je me suis basé d'abord naïvement sur le texte, qui est en fait une traduction, et ensuite en discutant autour de moi, je me suis aperçu, on m'a expliqué qu'il y avait plusieurs traductions, des plus ou moins mauvaises. Alors quand j'ai fait des comparaisons, par exemple, avec celle-ci, qui est beaucoup plus complète, là j'ai compris, quoi. Effectivement, c'est très édulcoré. C'est marrant, chacun fait ses versions. Il y en a une très belle qu'un ami m'a prêtée, de la fameuse collection de Citadel et Masno. C'est une édition magnifique. Apparemment, c'est l'ultime traduction qui date des années 20 d'Ovide, qui est très très belle, hein, avec des reproductions dedans. Magnifique. Si les petites fées peuvent m'amener ça à Noël, je serais très heureux. Sinon, je le retrouverai un jour. Et donc voilà, Eurydice disparaissant devant Orphée. Eurydice qui va chercher, c'est un amoureux éperdu de sa belle, qui va la chercher aux enfers, chez Hadès. On est tellement émus, les dieux sont tellement émus de l'amour d'Orphée que ils lui disent: tu peux quand même, pour une fois, un signe honneur, on t'autorise à remonter à la surface dans le monde des vivants, ton aimé. Mais sur le chemin, tu as une seule condition à respecter, tu ne te retourneras jamais quoi qu'il arrive. Et donc il est devant elle, il monte, il finit par voir la surface. Et vraiment, il était impu, il a vraiment tellement envie de la voir, de la toucher, de la voir, qu'il se retourne au dernier moment de façon instinctive presque. On sent que c'est un élan du cœur, et paf, elle disparaît en volute de fumée, quoi. Voilà, j'ai fixé la scène comme ça. Après, il y a beaucoup de choses, hein. Il y a des combats percés au milieu d'un combat fort opiniâtre. Le carnage était si grand que l'on ne marchait partout que sur des monceaux de corps. Aïe, aïe, aïe. C'est gai, ça. Là, c'est un autre. Je ne vais pas tous vous les faire, hein, parce que sinon, on n'a pas fini. Hein. C'est les bacchantes frappant Orphée. Parce que justement, après, Orphée désespéré s'isole. Et c'était un héros doué pour la musique. Et sa solitude cumulée à sa beauté insupporte les gens autour. On ne comprend pas l'homme qui s'isole, l'homme qui réfléchit, l'homme qui est en communication avec la nature, les petits oiseaux. Et pas seulement. Les animaux qui viennent le voir. Et des bacchantes jalouses, essayant par tous les moyens de draguer Orphée, finissent par, comme souvent dans l'amour, basculer dans la haine. Et le pauvre Orphée est lapidé, démembré et jeté dans l'eau. Triste histoire. Donc voilà, j'en ai fait beaucoup. Hein. Vénus et le soleil pris au piège dans la toile tendue par Vulcain. Voilà. Chaque fois, j'avais fait un petit texte que je mets à côté. Ici, Ajax et Ulysse se disputent les armes d'Achille au moment de la guerre de Troie. Ouais, on a même des histoires sur la guerre de Troie. C'est formidable. À la fin, ça va même jusqu'à Aristote, qui sera le précepteur de... Je crois que c'est la dernière histoire avec Aristote, qui sera le précepteur, si je ne me trompe pas, de Alexandre le Grand. Et c'est extraordinaire, toute cette accumulation de mythologie avant l'ère chrétienne qui rassemble le déluge, la création du monde. Vous avez aussi l'histoire de Narcisse. Narcisse au désespoir. Un moment après, lorsque l'eau s'étant éclaircie, il vit les marques des coups qu'il venait de se donner. Il ne lui fut pas possible de supporter l'excès de sa douleur. Voilà. Narcisse qui va se voir dans l'eau et se perdre. Et à chaque fois, il y a une symbolique. Alors on peut lire au premier degré, au deuxième degré, Akhélaos se dévorant. Se voyant réduit à la dernière extrémité et n'ayant aucune ressource, il prit l'affreuse résolution de se manger lui-même et de se nourrir en se dévorant. Alors ça, si ça ne peut pas faire un beau dessin, aïe aïe aïe.
il s'autodétruit. Hein, ça vous dit quelque chose, ça, l'autodestruction, hein? C'est aussi un thème moderne. La mort d'Hercule, voilà. Donc j'en ai fait 92. Et on a fait une exposition avec le galeriste Gilbert Dufoy de Senlis. On avait exposé et d'ailleurs fait un petit ouvrage qui est là, Les Métamorphoses d'Ovide. Voilà, François Gliner. Vous pouvez toujours le contacter pour avoir un exemplaire. J'ai rassemblé toutes les images sont là. Hein. Voilà. J'en ai vendu quelques-unes, mais bon, au moins un ouvrage rassemble l'ensemble des images de l'époque. Cadmus semant les dents des dragons. Ça, c'est vraiment les prémices de la civilisation. Une histoire incroyable. Et voilà, je me suis... Et en fait, j'ai fait ça avec une frénésie incroyable pendant l'été juillet-août. Vous voyez, j'en faisais 2 à 3 par jour. C'était une folie, quoi. J'en ai encore des caisses entières, même si j'en ai vendu quelques-uns. Hein. Et les choses se sont accumulées. Voilà, c'est devenu un petit bouquin. Voilà, le voilà. Ah non, c'est Pythagore, excusez-moi, je disais des bêtises. Je confondais avec Aristote. Allons bon. Voilà, tant pour moi. Pythagore. On dit qu'Unuma, après avoir puisé dans les entretiens de Pythagore toutes ces vérités et une infinité d'autres belles connaissances, retourna dans son pays où le peuple romain vint le chercher pour l'élever sur le trône de Romulus. Actéon découvrant Diane et ses compagnes, le petit coquin, il découvre les muses, Diane et ses muses. Mais bon, elles sont très prudes, hein, ces dames, donc il ne faut pas les embêter. Hein. Après, ça se passe mal. Je ne dis pas la suite de l'histoire, les filles de Mignaz, tout ça. Enfin, il y a mille et une petites histoires comme ça. Hein. Et je me suis inspiré de celles qui me donnaient vraiment envie de dessiner. Mais c'est inépuisable, j'y reviendrai un jour ou l'autre. C'est tellement enrichissant, on découvre toutes les bases de notre civilisation. Et voilà, c'était les Métamorphoses d'Ovide.